Bonjour Bruno, merci Bonjour d'être Bruno. Salut avec nous. Bruno, Bonjour. bienvenue. Merci à Merci vous, d'être là. Merci à vous. Donc on va Voilà. profiter de cette émission pour faire un point sur ton travail aux éditions Akata, un micro-bilan de 2020 et peut-être des attentes un peu plus poétiques que ce que Tofu a pu suggérer, histoire de finir sur une note, sur une note Un peu plus optimiste. gai. Après, le label What the fuck, il est comme il est. Hein. Il est comme il est, mais avant le label What the fuck, Akata s'est connu avant tout pour être un éditeur engagé, voire l'éditeur le plus engagé pour plein de raisons. Est-ce que tu peux nous raconter comment c'est arrivé? Pourquoi? C'est arrivé, je pense que c'était déjà comme ça. Je pense qu'il y a toujours eu une sorte de militantisme, d'engagement, en tout cas éditorial, de la part de la structure qui a été Akata, à plein de niveaux différents, que ce soit des engagements. Voilà, de remuer un peu les lignes, de proposer des scénarios de manga à l'époque où il n'y en avait pas des masses, de proposer des shows de manga à l'époque où il n'y en avait pas non plus, etc. Et puis, donc en fait, c'est dans l'historique même de la création d'Akata depuis ses débuts, et même à l'époque où Akata travaillait avec les éditions Delcourt, hein, voilà, ça a toujours été un des axes très clairement de la structure, avec les êtres humains qu'il y a eu dedans et qui ont changé, voilà, enfin, avec toutes les évolutions qu'il peut y avoir dans la vie d'une entreprise. Et après, aussi, au fur et à mesure des années qui passent, les choses se précisent, et ce qui fait aussi une entreprise, en fait, c'est un échange, c'est-à-dire qu'on fait des choix, et en fonction de comment ça réagit en face aussi, c'est-à-dire les lecteurs, les libraires, la presse, c'est aussi des choses qui vont orienter forcément un minimum des décisions qu'on va prendre, et on va appuyer sur certaines choses plus que sur d'autres. Après, l'engagement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on cache derrière ce mot-là, parce que c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses. Voilà, après, notre engagement, en tout cas, c'est de toujours faire les choses avec le cœur et avec conviction, ça c'est une certitude. Et voilà, je pense que cet engagement, ce qu'on appelle l'engagement, il restera là. Il est amené probablement à évoluer en fonction de l'évolution des époques, assez naturellement et assez logiquement. Là, pour rebondir sur une des définitions possibles de l'engagement, ou en tout cas une des lectures, c'est ce côté hyper sociétal qu'on retrouve dans les titres Akata. J'ai envie de dire, Sous Spark parle de tous les sujets et Akata parle de tous les sujets. Presque pas de la même manière, pas avec la même sensibilité, mais on voit tout est abordé. C'est une volonté d'avoir aucun laissé pour compte sur la grande route du manga. Aucun laissé pour compte, c'est difficile à mon avis, parce qu'il y a tellement d'individus et d'êtres humains différents que je pense que c'est compliqué, mais en tout cas, clairement, il y a la volonté de donner une visibilité, ou de donner peut-être un soutien, ou donner une existence. Les gens existent, mais donner une existence, une visibilité à des gens qui ont pu se sentir globalement exclus de la scène médiatique, de la scène culturelle, ou tout simplement au quotidien dans leur vie, parce que pas dans ce qu'on appelle la norme, et pas dans voilà, pas dans les modèles qui sont renvoyés globalement par, on va dire, les médias et les supports médiatiques, culturels, etc. Et qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont souffert depuis tout le temps dans l'histoire voilà, du monde moderne, de ces sous-représentations. Et que aussi, je pense que la peur et la non-compréhension de la différence, c'est au cœur de beaucoup de conflits, qu'ils soient nationaux ou internationaux, et même de conflits entre les individus, en fait. La non-compréhension de l'altérité, je pense que rien que si on travaillait sur ça, on réglerait énormément de problèmes auxquels on fait face aujourd'hui, mais en tant qu'individu, en tant que groupe, et en tant que société globalement. Et donc, effectivement, essayer de faire un travail où on arrive à comprendre l'autre dans ce qu'il est et pour ce qu'il est, c'est quelque chose qui est assez essentiel. Il y a un titre ces dernières années dont vous êtes d'autant plus fier de l'avoir amené sur le marché français qui illustre ça? Un seul, c'est dur de choisir, en fait. C'est ce que je dis Oh, souvent. ça peut être un petit Floridel.
Parce que, bah ouais, après j'en ai plein, mais parce que c'est comme quand on demande à des parents de dire leur enfant préféré. Moi, je trouve Non, c'est ça toujours. C'est Non, faux, on non, mais sait tous que c'est Pascal. Nous, le nôtre, c'est Pascal. Il n'y a pas d'hésitation, on le n'en a qu'un. préféré de tous. Mais du coup, c'est le genre de questions compliquées. Et, j'ai une histoire avec tous les livres, en fait, et chaque livre, c'est une rencontre. Donc, Celui qui a eu voilà, peut-être le c'est plus à de chaque débats fois entre vous, celui qui a eu peut-être le plus de débats entre vous, de débat pour savoir si on avait envie de le faire ou pas. alors, voilà, celui qui a eu le plus de débats, où tu peut-être as dû appuyer un peu plus ou quelque chose comme ça, tu vois ce que je veux dire, où tu as dû dire, ah ben non, franchement, je pense qu'il a sa chance, il faut publier ce titre-là. Après, c'est vrai qu'on se pose la question en termes de succès Bien sûr. éditorial, mais en termes de choix de thématiques, il n'y a jamais trop de doutes. On est tous assez raccords en tant qu'individus, on a la Alors chance peut-être là-dessus. plutôt celui qui a généré le plus de retours de lecteurs et lectrices qui ont dit merci pour ce, pas forcément du coup en achat, mais vraiment qui ont fait Ouais. l'effort de donner un feedback, que ce soit sur les salons ou autre. Je pense que Éclat d'âme, c'est un ouvrage qui a beaucoup touché parce que il offre une vision très large du spectre LGBT et de manière très juste et par quelqu'un qui en plus est concerné. Donc c'est vrai que Yuki Kamatani fait partie des artistes qui a officiellement fait son coming out non binaire. Et donc, je pense que tout ça, c'est un modèle très positif, autant dans la diversité des personnages qui sont mis en scène dans le manga, que par la personne qui est à l'origine de l'œuvre. Et que ça, c'était un très beau. Ouais, ça a vraiment marqué des gens. Je l'ai senti, il y a des gens qui sont venus nous voir. Même en salon, il y avait des moments touchants avec des gens qui pouvaient utiliser les ouvrages pour communiquer aussi parfois avec leur famille. Donc voilà, je pense que ce genre d'ouvrage, ça peut être vraiment pour ça très puissant. Alors, dans votre modèle de communication, vous vous associez souvent à des associations ou à, tu vois, voilà, pour faire parler Complètement, ouais. de trucs. Ouais, c'est une volonté de votre part pour toucher le lectorat cible, c'est-à-dire sortir un peu de la sphère manga, je dirais classique. Ouais, bah, après, c'est très assumé, effectivement. La première fois qu'on l'avait fait, c'était pour Sidic Bal, enfin Sidic Ballet, le manga qui parle des autochtones de Taïwan. Et c'est vrai qu'on l'avait fait d'une autre manière avec l'association Survival qui défend les droits des peuples autochtones dans le monde entier. Et j'aime bien, en fait, globalement dans l'éditorial, j'aime bien faire des choses qui ont du sens. Et du coup, je trouve que la promotion, ce qu'on appelle la promotion, la publicité, c'est d'autant mieux si elle a du sens aussi. Euh, Parce que, bah, en fait, souvent dans les structures éditoriales au Japon, j'ai remarqué que parfois, c'est les accroches qu'ils mettent sur les en-têtes de chapitres ou sur les publicités, etc., elles sont souvent imaginées et créées par les responsables des séries. En fait, il n'y a pas mieux placé que le responsable de la série pour connaître le contenu de l'œuvre et d'avoir les bons mots pour en parler. Et d'une certaine manière, voilà, tout ça, ça faisait une certaine puissance parce que ça mettait en avant vraiment le contenu, le fond, en fait, et pas de manière superficielle. Et voilà, mettre en avant ce fond, et je trouve ça toujours, bah voilà, que c'est une démarche qui est importante. Voilà, il y a plein de manières de faire de la pub, mais je suis toujours très. Ça me pose toujours beaucoup de questions de devoir mettre des budgets surréalistes pour prendre des pubs dans des magazines à des tarifs qui sont très élevés. Alors, on le fait. Et bien sûr, derrière, il y a une économie, il y a des êtres humains qui vivent grâce à ces revenus publicitaires, tout ça. N'empêche que ça me questionne tout le temps parce que voilà, on essaye de questionner la manière dont on travaille, de prendre des livres qui justement sont porteurs de sens. Donc, on est tout le temps obligé aussi, je pense, dans la manière de présenter les ouvrages, de savoir comment on utilise cet argent justement pour qu'il arrive aux bons endroits. Et le faire avec des associations, ces partenariats où on reverse de l'argent, évidemment que c'est de la publicité. Ça fait de la publicité parce que ça fait parler. Et le fait de faire parler, ça fait parler de l'ouvrage, ça fait parler de l'entreprise. Donc, bah, l'œuvre, voilà, elle va atteindre une autre visibilité qu'elle n'aurait pas eu autrement. Et puis bah, après, quand on fait le don à l'association, euh, bah, c'est de l'argent qu'on leur donne plutôt que de prendre de la pub dans un magazine. Et que finalement, bah, ça peut être le même budget, mais qui va aller à un autre endroit et qui va l'avoir fait différemment. Et effectivement, qui fait parler du coup des ouvrages à des gens qui n'auraient peut-être pas découvert ces ouvrages autrement. Et c'est pour équilibrer toutes ces bonnes choses vertueuses
que tu t'es spécialisé dans la collection What the Fuck, qui est complètement sans aucun sens. C'est pour garder un pied en enfer possible? C'est quoi? C'est pour Alors, pouvoir dire, oh, la qu'est-ce qui se passe là-bas? collection, C'est son ouais, côté ouais. ange Alors et démon. Tu sais, il y a le côté ange. il y c'est a le mon côté, démon. quand je fais caca, des fois, il faut que je tire 20 fois la chasse, ce qui n'est pas du tout écolo, mais parce que sinon, la crotte, elle s'en va pas. Mais voilà, l'être humain, il est complexe. Et voilà, l'être humain est de facto complexe. Et en même temps, la collection What the Fuck, il y a une vraie revendication dedans aussi. Il y a une revendication éditoriale parce que c'est d'abord beaucoup... c'est vrai qu'on fait la promotion de cette collection de manière très outrancière, mais derrière, il y a une collection qui vraiment questionne sur l'entertainment, qui questionne sur les grandes tendances de l'entertainment. C'est-à-dire que même un ouvrage comme Magical Girl of the End, il arrive, il questionne sur qu'est-ce que c'est que le manga de zombie, qu'est-ce que c'est aussi la figure de la Magical Girl. Et voilà, donc ça bouscule. Le survival, c'est devenu un truc qui était ultra tendance, il y en avait partout. Et des fois, Il y en a à toujours mon partout. goût, Il y en a encore pas il y en mal. a Hein. toujours partout. Mais justement, à l'origine, je pense que Battle Royale, quand ça arrive, et je ne parle même pas forcément du manga, mais je parle de l'œuvre d'origine, c'est quelque chose qui est très social et qui questionne vraiment sur un système globalement d'élite, sur la pression, etc. Et sur comment on monte les êtres humains entre eux, justement dans un système d'ultra compétition. Et il y avait un vrai propos derrière ça, puis après c'est devenu une mode, il y a eu tous ces trucs parfois peut-être un peu gratuits. Et du coup, voilà, il y a la question, mais le survival, on va jusqu'où? Et jusqu'où on peut se permettre d'aller? Le défouloir, c'est bien, mais jusqu'où on place le curseur de défouloir et jusqu'à quel point le cathartique, on peut l'accepter. Moi, je pense qu'on peut aller assez loin, personnellement, ça c'est mon point de vue. Mais voilà, c'est une question qui du coup questionne beaucoup, en fait, qui est toujours en miroir de certaines grosses tendances, justement, pour s'en moquer. En fait, c'est quelque part aussi une collection qui se moque beaucoup de l'entertainment. En fait, elle n'a pas du tout pour vocation à être gratuite. Et en fait, il y a plein d'ouvrages. Je ne veux pas justement tomber dans la surenchère avec cette collection-là. Et il y a plein d'ouvrages qu'on a écartés en se disant, bah non, en fait, c'est juste vulgaire, c'est juste un... Et derrière, il n'y a pas une vision d'auteur, il n'y a il n'y a pas de truc vraiment suffisamment cynique ou assez pertinent sur l'être humain et la société pour qu'on le publie. Et donc, en fait, la collection What the Fuck, elle est complètement en miroir, non seulement de ce qu'on aborde dans notre démarche, justement, de montrer la diversité, et puis c'est aussi quelque chose qui se moque de cette dichotomie qu'on a en France, de dire il y a d'un côté la culture et de l'autre côté il y a l'entertainment, et les deux sont complètement séparés par une ligne qu'on n'a pas le droit de franchir. Il y a des trucs qui sont bien intellectuellement, et il y a des trucs qui sont du pur divertissement pour les idiots, et ça c'est un truc que j'accepte pas du tout. Ce que j'adore au Japon, c'est que le manga il s'adresse à tout le monde, et qu'on peut avoir des ouvrages qui sont des best-sellers et qui vont remporter des prix quand même, et que bien sûr il y a des scènes de contre-culture, il y a des mouvements alternatifs, etc. Mais cette dichotomie, elle est beaucoup moins marquée qu'en France, où voilà, quand un truc se vend, on va dire que c'est forcément de la merde, ou vice-versa, un truc est bien, il ne va pas, etc. Et je trouve que ça, c'est très dommageable, globalement, dans le monde de la culture. Et le manga, il a cette capacité à faire le pont, pour moi, entre ce qu'on considère l'entertainment et la culture avec un grand C acceptable. Et c'est ça, la vocation aussi de la collection What the Fuck, c'est d'être une parodie de tout ça, et d'être des fois aussi d'une espèce de surintellectualisation de certains ouvrages ou de certaines tendances qu'on peut voir globalement dans la culture. Et voilà, c'est des œuvres qui sont en même temps complètement de l'ordre de l'entertainment, mais derrière, il y a aussi des auteurs qui sont des auteurs qui ont des vraies visions et qui ont des parcours de vie, qui ont des partis pris artistiques. Et voilà. Et c'est pas devenu plus compliqué pour toi, justement, cette collection, maintenant que d'autres éditeurs font des titres plus ou moins similaires? Parce que tu as Alors, été le premier à faire ça. ouais, bien sûr. C'est devenu plus compliqué. De toute façon, c'est devenu compliqué, parce que je pense qu'on est dans un monde qui est compliqué, et qu'on est sur des ouvrages qui sont de facto parfois choquants, et que du coup, il faut toujours avancer avec vigilance. Après, des ouvrages qui sortent chez d'autres éditeurs que je voulais vraiment faire dans la collection What the Fuck, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, il y en a beaucoup que je vois sortir où je m'étais dit, ça jamais. Justement parce que c'était purement gratuit. On veut des noms. Et que, On veut des noms. je ne vais pas donner des noms, mais il y a Non, des je collections, plaisante. c'est facile d'aller voir. Enfin, il y a des collections qui ouvertement sont des collections qui copient la collection What the Fuck. Et vous regardez les ouvrages dedans, il y a beaucoup de choses qu'on a eues dans les mains, qu'on a lues, qu'on a fait non, on n'en veut pas. On n'en veut pas parce que derrière, il y a
la vision d'auteur, ou parce que potentiellement c'est intraduisible, etc., etc. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs quoi, à prendre en compte, mais tomber dans du gratuit pour du gratuit, on n'a pas envie, c'est pas la vocation de la collection What the Fuck. C'est plutôt d'être un truc un peu avant-gardiste, un peu comme un espèce de laboratoire éditorial aussi, avec des choses qu'on ne pourrait pas publier autrement. Voilà. Et elle est où la limite du risque? Parce qu'il faut quand même que ça soit, entre guillemets, rentable, même si de fond, vous avez ce besoin d'être engagé, etc., ce qui est tout à votre honneur. Mais voilà, est-ce qu'il y a La quand même limite une du limite? Je crois qu'on n'est pas toujours très conscient. Voilà, Que, ok, mais c'est bien. mais c'est une réalité. Je pense qu'à chaque fois, j'ai la naïveté de croire, et pas que Ça moi, va se vendre. ouais, qu'on va trouver un public. J'ai toujours cette naïveté-là. Je me dis toujours, non, mais ça, regarde, ça ressemble à ça. Ou alors, oh non, mais c'est tellement. Enfin, en fait, je pars du principe que si moi j'aime un livre, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas Évidemment. d'autres personnes qui puissent l'aimer. Donc, mais à chaque fois qu'on. Je te Franchement, un rappelle, tu ouvrage. lis des mangas en allemand. Depuis- J'achetais Il y a des quand même mangas en un allemand. indice. J'achetais des mangas en allemand. J'ai pas dit que je les lisais. C'est fini, il a dit, c'est fini, c'était dans sa Euh, jeunesse. Et puis, ouais, voilà, c'est. J'ai toujours un ouvrage où vraiment on s'est dit, on va pas le vendre, mais on le fait quand même. Oh, Je crois pas qu'il y en ait eu. Ouais. Parce que toujours on se dit, en fait, c'est toujours pareil, c'est une question de bien calculer les coûts et de se dire, bon, à partir de quel montant on ne perd pas d'argent. Enfin, à partir de quel niveau de vente on ne perd pas d'argent. Elle est là la question. Et donc, à chaque fois, on se dit, bon, si on en vend tant, ça va. Donc, ça va, on peut. Normalement, ce montant-là, on peut l'atteindre. Au pire, on ne fait pas d'argent. C'est souvent ce Au qu'on pire, dit. on n'en perd se pas. dit, au pire, on ne fait pas Non, d'argent. non. Après, en réalité, il y a plein de bouquins où on perd de l'argent. Mais ce qui est normal, c'est la vie d'un éditeur. Hein. Il y a plein de projets où on perd de l'argent. Bon, on préférait Et votre toujours ne pas blockbuster, du coup, c'est quoi pour vous? Votre le blockbuster, blockbuster, c'est Orange. C'est c'est Orange de Orange. très loin. Orange, c'est incroyable. Le shoujo reste pour vous votre, je dirais, train, votre locomotive, on va dire ça comme ça? Alors, je ne fais pas d'études pour voir proportionnellement qu'est-ce qui ramène le plus d'argent, parce que je ne suis pas collé tout le temps sur les chiffres. On a plutôt tendance à faire projet par projet, à regarder qu'est-ce qui a été rentable ou pas. Sachant qu'en ce moment, les best-sellers, c'est plutôt des shoujo. Oui, je ne peux pas répondre autrement. Perfect World, typiquement, hein, c'est un énorme succès. Et On puis, vient de poster l'interview de l'auteur. Hein, oui, j'ai vu, ouais. J'ai voilà, vu. cette semaine, à découvrir cette semaine. Et Bah, est-ce que vous avez eu des titres sur lesquels vous attendiez un succès très très relatif ou juste de rentrer dans vos frais et où finalement ça s'est avéré être une très très belle surprise en termes de vente? En fait, je pense que la première grosse surprise, pour le coup, c'était Ladyboy versus Yakuza, parce que ça a été c'est un gros succès. C'est un gros succès. Effectivement, il y a besoin de réimprimer, pas tous les mois, hein, mais on a réimprimé le tome 1 à plusieurs reprises. Ça continue de vraiment bien se vendre. Après, je ne sais pas où est-ce qu'on place le curseur de vraiment bien se vendre. Pour nous, c'est… À votre niveau, voilà, à votre niveau. À notre niveau, c'est bien. Et après, on a un catalogue qui se construit sur la longueur, où le fond tourne très bien, en fait. Et nos ouvrages vont pas être vendus comme ça en 2 semaines. Et en fait, il y a plein d'ouvrages et plein de dynamiques d'éditeurs où en 2 semaines de vente, ils vont déterminer si un ouvrage est un succès ou pas. C'est pas notre cas parce qu'on a un bouche à oreille qui marche bien. Et puis on a un fond de catalogue vraiment qui tourne et on a des ouvrages voilà, qui sont présents en librairie encore, qui sont très bien défendus d'ailleurs par les libraires et je tiens à les remercier parce qu'il y a beaucoup de libraires qui gardent nos ouvrages en rayonnage, peut-être aussi parce que c'est des séries courtes, etc. J'en sais rien. Mais du coup, on a un fond de catalogue qui tourne. Et, Alors, justement, parle-nous du mari de mon frère. Ouais. Voilà. Ouais, typiquement, Le mari de mon frère, c'est un ouvrage qui est du fond, qui tourne très très bien. Là, j'ai réimprimé le tome 1 ce mois-ci. Là, je viens de lancer une réimpression parce que d'ici 2 semaines, il va tomber à nouveau en rupture de stock si je fais rien. Et typiquement, hein, après, bon, c'était un ouvrage qui avait fonctionné au Japon. Alors après, on l'a acheté avant de savoir qu'il allait fonctionner au Japon. Mais ça a été au Japon un gros Pourtant, événement. l'auteur, il est connu depuis super longtemps. Hein. Ouais, enfin, il est connu pour faire du porno gay.
c'est pas non Ouais, plus mais il du best-seller, a. quoi. Ouais, non, pas pour faire du best-seller, c'est sûr. C'est encore quelque chose qui est différent. Et puis, il y avait, je sais que quand on a commencé à annoncer ça à nos partenaires, tu sais, ils nous disaient, mais c'est le même nom d'auteur, parce que si on tape sur Google, ce qui sort, c'est On voit des compliqué gros mecs de... musclés avec des gros. Ouais, enfin, il y aurait que des gros mecs, enfin, il y aurait que des mecs musclés, voilà, mais bon, on est dans l'ordre de choses qui sont très explicites. Et que bah voilà, là pour un manga qui est familial, si les libraires, enfin si certains types de libraires font une recherche Google, peut-être qu'ils vont prendre peur et tout ça. Donc il y a eu un vrai discours à avoir, autant avec nos équipes commerciales. Après, bah voilà, on a fait aussi ce qu'il fallait pour que ça fonctionne, c'est-à-dire que typiquement c'est le genre d'ouvrage où il faut rassurer les libraires. Et la meilleure méthode, ça a été d'imprimer en avance l'ouvrage qu'on leur a envoyé avant la sortie pour qu'ils puissent le lire. Et une fois qu'on a lu le tome 1, bah, voilà, Mais en il n'y a plus, rien à dire. ce qui est génial avec ce titre, c'est justement, c'est une cassure par rapport au Boys Love ou Yaoi, où ça n'a justement rien à voir et ça apporte justement quelque chose de, je dirais, de plus ouvert et plus intéressant, Bah, justement. Et plus après, proche, je dirais plus complémentaire en proche tout aussi. cas. C'est complémentaire en tout cas parce que je ne sais pas comment on classe le curseur de savoir ce qui est plus intéressant. Alors, c'est pas le même public clairement, et je pense Non. que dans le Boys Love, il y a une scène contre-culturelle qui est absolument passionnante, Alors, mais ça s'adresse pas au même public clairement. Et alors l'avantage du... on va le Vas-y, prendre vas-y. sur deux trucs. C'est est-ce que tu penses, si tu compares, par exemple, le mari de mon frère avec du Boys Love, est-ce que tu penses que ce que tu peux lire, par exemple, faire le grand public ou même des gays lire le mari de mon frère, est-ce que tu penses vraiment qu'ils vont lire du Boys Love? Est-ce que le Boys Love... Ça dépend des ouvrages. Typiquement, je pense que... Attends, est-ce que je l'ai à côté de moi? On vient de sortir Everyday is a Good Day. Et je pense que la couverture de Everyday Oui, is a Good Day, elle marche complètement en écho du mari de mon frère. Et bah, je pense que Et Everyday également is a pour Good la Day, sphère. ça peut être lu par tout le monde. Je pense oui. vraiment que ça peut être lu par tout le monde. Et il y a une scène de sexe à la fin, mais on voit rien. Enfin, c'est une scène de sexe qui est pas pire que dans un film hollywoodien ou dans des shoujo mangas à tendance vaguement érotique. On voit pas de partie génitale. On voit deux hommes qui s'aiment, bah voilà, qui ont des rapports sexuels, ce qui n'a rien de plus normal, et que c'est sur 2 pages à la fin. Voilà, je pense que Mais des gens qui lisent Le mari de mon frère devraient pouvoir lire Everyday is a Et Good Day. mais c'est ça qui est bien justement avec Akata, justement, c'est que c'est l'un des rares éditeurs à proposer ce genre de titre qui est tout public, ce que j'appelle du tout public, même s'il y a Mmh, une, deux scènes de cul, mais dans tous les films, on en mmh. trouve. Mais je veux dire, c'est justement ce qui est intéressant, c'est que ça apporte quelque chose et Akata est le seul à réellement faire ce genre de démarche. Bah, je ne sais pas si on est les seuls. Enfin, je pense que tout le monde essaye de trouver un public différent pour les ouvrages qu'il propose. Après, sur les questions spécifiquement de représentation LGBT, clairement, on est probablement les plus visibles et aussi ceux qui essayons de plus faire sortir, par exemple, les mangas Boys Love d'un public cible de niche, ça très clairement. Après, tout le monde essaye à sa manière, je pense, d'essayer de faire lire des mangas à un plus large public aujourd'hui. Et comme Pascal a ouvert la porte de la comparaison avec d'autres éditeurs, il y a un mouvement, une tendance depuis un certain nombre d'années des éditeurs français de s'orienter vers la création. C'est pas quelque chose qu'on a senti pour l'instant, ou peut-être qu'il y a des secrets qu'on n'a pas. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas du tout? Alors, Avec les romans déjà. c'est ce que j'allais dire. En fait, on a réellement, en fait, on a fait de la création en roman. Alors après, il y a Runaway, justement, qui est, je ne l'ai pas là, mais qui est un roman aujourd'hui écrit par Mathieu Guibé et illustré par Sinat. À l'origine, ce projet devait être un projet au format manga. Et puis, l'histoire, enfin, voilà, ça a évolué en roman. Et puis, bah, aujourd'hui, on publie aussi Tant qu'il le faudra, donc de Cordelia. Euh, qui est une création originale de la France. Alors, Cordelia l'avait déjà prépublié intégralement sur Wattpad, donc c'est un peu différent parce qu'on ne l'a pas accompagné sur la première partie du projet. Il n'empêche que sur cet ouvrage-là, on a fait beaucoup d'échanges et il y a beaucoup d'ajouts dans l'histoire, voilà, par rapport à ce que la version d'origine. Donc voilà, après, moi, c'est toujours pareil, ma question, c'est si on doit faire de la création au format manga,
au format bande dessinée, dans ce format narratif-là, il y a la question du coût. Est-ce qu'on est capable d'assumer le coût? Et puis, il y a toujours la question de savoir comment on peut rémunérer les auteurs. Est-ce que c'est rentable pour eux et que c'est difficile, en fait, de porter ce genre de projet. Voilà. Alors après, de base, on ne s'interdit rien. Pour le moment, je pense qu'on n'est pas prêt encore à faire de la création au format narratif bande dessinée. Après, en roman, la preuve étant qu'on a commencé d'une certaine manière. Alors après, de base, il n'y a aucune raison de s'interdire. Pour moi, là, ce qui compte, et c'est ce qu'expriment aussi nos ouvrages, c'est le contenu, c'est pas le contenant. Et qu'il ne faut pas s'arrêter aux apparences. Donc, c'est aussi ce que disent beaucoup nos livres. Donc, en fait, un contenu qui soit au format manga, qui soit au format roman, ou qui soit de la part de dessinateurs et ou scénaristes français, si le contenu, c'est un contenu qui est raccord avec ce qu'on fait, ce qu'on a envie de raconter, il n'y a aucune raison d'emblée de se dire qu'on se l'interdit. Et alors, si toi, tu devais nous dire quels sont depuis que tu fais ça, les 3 mangas dont tu es le plus fier, celui où sans hésiter, les 3 où tu te dis sans hésiter, à chaque fois que tu le regardes, c'est comme la première fois. On voit pas Valentin. C'est ça. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Non, mais c'est fier. En fait, c'est pas mes ouvrages, c'est les ouvrages des auteurs. C'est ça le truc. Oui, mais c'est toi qui les as choisis, donc tu mets un peu une part de toi quand tu fais tes choix. Bien sûr, je mets de la part de moi dans tous les livres, mais on n'est que des passeurs de culture. Et c'est... Ouais, j'ai pas envie de m'approprier les trucs qui sont pas à moi, quoi. Alors, sans t'approprier, quels sont ceux vers lesquels tu reviens quand tu as besoin de sourire, que tu attrapes dans ta bibliothèque et que tu relis avec toujours le même plaisir qu'à la première lecture? Après, j'ai une histoire très particulière avec Ugly Princess et avec Natsumi Aida. Je t'arrête, est-ce que c'est celle où tu étais coincé pendant 4 heures dans les toilettes ou pas? Parce que celle-là, on n'aura pas le temps. Hein? Non? Hein? Bon, voilà, il faut laisser à Tofu la chronique de Tofu. Voilà. J'ai pas compris. C'est un métier. Donc, avec Natsumi Aida, on disait Natsumi Aida. Je n'ai jamais été coincé dans les toilettes avec Natsumi Aida, mais Natsumi Aida parle de toilettes dans Switch Girl. Donc tout est raccord. Et non, c'est vrai que Natsumi Aida, et notamment Ugly Princess, voilà, c'est quelque chose qui reste important pour moi parce qu'en fait, quand on travaille dans l'édition, voilà, on rencontre des êtres humains et voilà, les êtres humains, des fois, ils expriment de la reconnaissance. Et voilà, avec Natsumi Aida, on s'est rencontrés, on est devenus amis, je peux dire ça. Et du coup, en fait, c'est Natsumi Aida qui nous a ouvert les portes de Shueisha en disant, voilà, Akata a pris son indépendance, mais je veux que ça soit Akata qui le publie. Donc ça, voilà, ça restera tout le temps, quoi. Et on n'aurait pas, on aurait probablement mis plus de temps, ou peut-être jamais, travaillé avec Shueisha si Natsumi Aida n'avait pas fait exprimer très clairement, noir sur blanc, qu'elle voulait que ce soit nous qui gérions ce projet-là. Et puis en plus, c'est vraiment pour moi l'histoire d'une rencontre, Ugly Princess, parce que c'est à l'époque, on travaillait avec les éditions Delcourt, on a invité en France à Japan Expo, et tout ce qui a été fait, la manière dont il y a eu des échanges entre elle et les lecteurs, ça l'a profondément marqué aussi, quand les interviews, les questions qu'elle a eues en interview. Et une fois qu'elle a fini Switch Girl, elle s'est vraiment demandé qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Et elle avait envie de faire quelque chose de très impliqué, très personnel. Et si elle n'avait pas été en France, si on ne l'avait pas invitée en France, je ne suis pas sûr que Ugly Princess aurait existé. Et du coup, je trouve que la création, tout ça, c'est un superbe échange international. Et justement, on parle toujours de mondialisation, et ça a des effets écologiques et humanitaires et tout qui sont absolument catastrophiques. Et voilà, là, on peut parler du coup d'une certaine manière d'un échange culturel international qui apporte beaucoup de positifs. Et voilà, donc un ouvrage, après 2 autres. C'était déjà une belle histoire. Alors, si quelqu'un ne connaît pas Akata, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour découvrir Akata? Et pourquoi c'est Seki-kun? Je ne conseillerais pas Seki-kun pour commencer. C'est peut-être pas le plus simple.
Commencer à kata. Après, ouais, ça dépend des goûts, en fait. Tu as le droit de Si essais, donc vas-y. un seul ouvrage? Non, 2. Non, allez, deux. Oui, deux Deux. ouvrages. Alors, si c'est un lecteur de shonen qui a l'habitude de lire que des shonen et qui n'a jamais rien essayé d'autre, clairement, je vais lui Voilà. conseiller Prisonnier Riku parce que Prisonnier Riku, c'est incroyable. Et encore une fois, c'est du shonen et c'est l'être humain qui est au centre. Et c'est incroyable, les êtres humains à l'intérieur et ce qui se passe entre les personnages. Et en même temps, ça parle d'injustice sociale. Et il y a des vrais partis pris d'artistes, de dessinateurs derrière. Donc vraiment, clairement, un lecteur, parce qu'il y a beaucoup de lecteurs qui n'ont jamais lu que du shonen, et ben, Prisonnier Riku, c'est parfait. Et ça, je conseillerais du coup Prisonnier Riku. Une fille. Et sinon, Orange, c'est le conseil facile parce que de toute façon, c'est implacable. Non, Voilà, mais non, c'est mais bien. c'est un C'est ce qui conseil vous facile, représente. Orange. Ouais, mais c'est ce qui vous représente. D'abord, ouais, c'est une histoire qui est fondamentalement généreuse et qui parle d'un groupe d'amis qui, voilà, qui en fait veulent éviter qu'un de leurs amis se suicide. Et on n'en parle pas assez en France, mais le taux de suicide en France chez les jeunes il est particulièrement élevé. Et on nous dit ah le Japon, les jeunes ils se suicident. En fait, on n'est pas loin en France en termes de taux par rapport à la population. Mais sauf qu'en France, on aime bien mettre une visière sur plein de problèmes et dire regardez comment c'est à côté. Et en fait, c'est bien de balayer devant sa porte. Et c'est pour ça qu'Orange, il est aussi important et aussi fédérateur. Et c'est pour ça qu'Orange, c'est aussi un ouvrage parfait pour découvrir notre catalogue, je pense. Bon, et Bruno, du coup, pour finir sur une note positive, c'est quoi votre best-seller attendu pour 2021, ou en tout cas celui sur lequel il y a beaucoup d'enjeux? Très clairement, c'est un ouvrage qu'on a déjà annoncé du coup, hein, puisque on a commencé déjà la prépublication numérique. C'est A Sign of Affection, qui est le nouveau shoujo manga donc, de Sumo Morishita. Sumo Morishita, c'est un duo d'amis qui sont mangaka à deux. En fait, il y a une dessinatrice et une scénariste. Et voilà, c'est vraiment un très très bon livre qui rentre pour le coup parfaitement dans notre éditorial, avec la volonté voilà, de défendre du shoujo manga et de fait que le shoujo manga, c'est une catégorie éditoriale qui est absolument fascinante et importante. Et ça a été dès le Japon, au Japon, dès que c'est arrivé, un énorme succès, ça fait beaucoup de buzz. Le tome 3 en septembre, quand il est sorti, il a été dans les top Oricon, donc dans les top meilleures ventes. Et en fait, c'est très Akata parce que c'est l'histoire d'une jeune étudiante sourde et de sa rencontre avec un autre japonais et leur histoire d'amour. Et donc, c'est des personnages qui sont, voilà, on a l'image du shoujo manga où c'est que des romances de lycéennes. Et là, d'abord, c'est pas des lycéens, ils sont vraiment à la faculté. Et en fait, c'est un cadre qu'on a rarement en France dans les shoujo manga. Et puis, on a cette héroïne qui est sourde aussi. Et voilà, les mangaka font un travail avec des personnes concernées pour la documentation, etc. Il faut savoir qu'au Japon, il y a aussi des associations qui sont très actives et très présentes pour la représentation des personnes sourdes dans les médias. Et donc voilà, elles consultent. Et ce qui est très bien aussi, c'est qu'on parle beaucoup de représentation positive et que voilà, là, c'est un ouvrage où justement, on n'a pas, entre guillemets, de stigmatisation, ou en tout cas, c'est pas du drama, c'est pas dramatique, et il y a le droit au bonheur, en fait, on a le droit d'être heureux et d'être des êtres humains voilà, heureux avec des histoires qui sont construites au-delà de simplement la construction du handicap. Bien sûr, le handicap, enfin le fait que l'héroïne est sourde, c'est complètement définissant pour qui elle est, mais elle n'est pas que ça, elle n'est pas réduite à son handicap. Et voilà, elle est présentée comme une jeune femme, comme plein d'autres, qui a les réseaux sociaux, qui a ses amis et qui a tout ça autour d'elle. Et donc, c'est un super ouvrage. Et pour nous, c'est un gros enjeu parce qu'effectivement, le shoujo manga, c'est un de nos cheval de bataille. Et c'est vrai que j'ai remarqué qu'en France, le shoujo manga souffre encore d'une image d'être moins bien ou de moins bien se vendre, d'être moins grand public, je sais pas. Enfin, et ça me fait toujours pester. Et par exemple, euh, voilà, il y a des fois, on arrive en disant ça, c'est le nouveau best-seller du Shonen Jump, donc c'est un vrai événement éditorial. Et sous le prétexte que c'est un shonen, voilà, tout le monde va en parler parce que c'est le nouveau événement éditorial qui cartonne au Japon avec tant d'exemplaires vendus. Et ce que je regrette beaucoup, bon, après, j'ai une formation de scientifique à la base, puisque j'ai fait des études de physique-chimie, et je trouve que souvent, les analyses de chiffres de vente sont très biaisées parce qu'elles ne remettent pas en perspective le nombre de tomes sortis à l'année, dans le nombre de volumes de vente total, si c'est la nouveauté ou le fond de catalogue.
Donc tout ça, c'est jamais mis en perspective, que ce soit sur les ventes japonaises ou même le marché en France. Ça, jamais personne ne fait ce travail d'effort de remise en contexte. Et en fait, des ouvrages comme Sign of Affection, mais c'est pas le seul, puisqu'on a publié cette année, attendez que je le trouve, À tes côtés, donc de Megumi Morino. Et ça, commercialement, ça a été un truc énorme aussi. C'est parmi les meilleures ventes de manga au Japon. Et voilà, on a quand même dit, nous, voilà, c'est un énorme best-seller au Japon, c'est des millions d'exemplaires vendus très rapidement. Voilà, en fait, c'est des courbes de vente sur ça ou sur ça qu'on peut rapprocher d'ouvrages comme Jujutsu Kaisen. Mais quand on dit ça à la presse, quand on dit ça aux libraires, il y a toute une partie qui dit ouais, mais c'est un shoujo, donc en fait, non. Et en fait, si, au Japon, si. Et je trouve ça très dommage. Et du coup, voilà, sur Sign of Affection, on a vraiment cette volonté de le revendiquer comme étant au Japon un énorme best-seller. Alors après, on va le revendiquer aussi par son fond qui est incroyable, par le style graphique et parce que ça parce que ça raconte. Mais voilà, pour nous, pour le coup, c'est un gros enjeu. Et ben voilà, c'est parfait. Merci beaucoup, Bruno. C'était Merci super. beaucoup. Merci à vous. Eh ben, merci d'être venu nous voir. Avec plaisir. Voilà, Merci c'était Pour la super. dernière de 2020. Après, on se Voilà. retrouvera en 2021. On va prévenir nos visiteurs et nos lecteurs surtout. Voilà.